Lorsque vous participez à une course de voile, vous vous attendez à relever un défi et à vous battre pour une place sur le podium, pas à vous battre pour votre vie et celle de votre équipage. Vous avez peut-être déjà vu ces histoires individuellement sur cette chaîne, alors utilisez les chapitres dans la description ci-dessous pour naviguer entre les histoires de cette compilation. En avril 2015, une tempête massive frappe la baie de Mobile pendant la course de voile de l'île Dauphine en Alabama. 8 bateaux chavirent et 6 personnes ne rentrent pas. La course de yacht de l'île Dauphine est un événement de voile annuel dans la baie de Mobile, en Alabama, qui remonte aux années 1920. L'événement du printemps est largement considéré comme une célébration de la culture maritime de la côte du Golfe, attirant un mélange de marins chevronnés et de plaisanciers, tandis que la communauté locale profite des festivités à terre. La course fait 18 milles nautiques partant du haut de la baie et franchissant la ligne près du pont de l'île Dauphine, dans le coin sud-ouest de la baie. La baie a une profondeur moyenne de 10 pieds et une superficie d'environ 413 000 carrés. Elle est protégée du golfe du Mexique par des îles barrières. La course est organisée à tour de rôle par 3 clubs nautiques, Boucanier, Fairhope et le club nautique de Mobile. En 2015, le club nautique de Fairhope prend en charge la coordination de la course avec 125 bateaux et environ 475 marins. Le matin du 25 avril, une légère brise souffle sur la baie de Mobile alors que les marins se préparent pour une course vers la côte. Ron Gaston et Anna Blalack s'entraînent au trapèze sur le Kyler, un catamaran de 16 pieds. Ron a 50 ans, il navigue depuis la majeure partie de sa vie. Il attache son harnais et se penche en arrière au-dessus de l'eau. Anna a 15 ans et n'a jamais mis les pieds sur un voilier auparavant. Elle est la meilleure amie de la fille de Ron, Sarah. Le Hobie Cat de Ron, comme beaucoup de participants, est assez léger pour être tiré sur la plage à la main. Dans l'ensemble de la flotte de bateaux participant à la course, on trouve des bateaux de course spécialement conçus, de grands navires de haute mer avec des cabines bien aménagées sous le pont, ainsi que de plus petits bateaux comme le Hobie Cat de Ron. Les équipages sont aussi diversifiés dans leurs compétences et leur expérience que les bateaux de la course, et cela quelques heures avant le début prévu de la course. Le centre de prévision des tempêtes alerte sur de violentes conditions météo sur la côte du Golfe, avec fortes rafales, grêles et risques de tornades. Il y a 15% de chances que les vents dépassent 50 nœuds avec la plupart des alertes entre 11h00 et 15h00. Sur l'eau, un responsable contacte le bureau du club par radio pour demander d'afficher la feuille de scratch. Une feuille de scratch donne la liste des bateaux et leur handicap, ce qui permet d'évaluer des bateaux de taille et de classes différentes les uns par rapport aux autres. Ce que le bureau comprend, c'est annuler la course à 07h57. Alors que les marins se rassemblent dans la baie pour un départ à 9h30, le site web du Yacht Club affiche un message « La course est annulée en raison de la météo ». Le service météorologique national de Mobile publie une alerte météo dangereuse, suivie d'une prévision critique à 08h08, avertissement d'orage venant de l'ouest. À 08h10, l'avis d'annulation est retiré du site web. Une personne de la NOAA est venue la veille nous faire un briefing météo. Si vous avez déjà navigué sur la baie de Mobile, vous savez, ça peut être magnifique une minute, calme la suivante, puis un orage peut arriver d'un coup. Gary Garner, le commodore du Fairhope Yacht Club, donne l'ordre de poursuivre la course. Il explique que le message d'annulation diffusé plus tôt n'est rien d'autre qu'une regrettable erreur. Cela crée une certaine confusion sur l'eau et donc le départ de la course est retardé de 9h30 à 10h30. Le front orageux atteint maintenant le port de Pascagoula, dans le Mississippi, à 40 miles au sud-ouest de Mobile. La tempête balaie la Louisiane à 40 nœuds. À 09h37, une rafale de 56 nœuds frappe la plateforme pétrolière West Cameron Block Dixet dans le golfe du Mexique, suivie d'une rafale de 72 nœuds sur la plateforme West Cameron Block 110. Cette montée météorologique se dirige vers la baie de Mobile. À 10h45, les bateaux qui tournent dans la baie de Mobile se préparent pour le départ de la course. Ils consultent leur téléphone et leurs instruments pour obtenir les dernières informations météorologiques. 8 bateaux se retirent.
117. Suivez la recommandation du commodore du club pour participer à la course à bord du voilier monocoque de 24 pieds nommé Razor. Leonard Luton dit que 7 ans son père et 3 amis discutent des bulletins météorologiques à venir. Ils arrivent à la conclusion collective que la tempête arrivera probablement à 16h15. Cela leur laisse suffisamment de temps pour exécuter leur plan de course. Ils vont descendre jusqu'à l'île Dauphine, franchir la ligne d'arrivée, faire demi-tour et rentrer en toute sécurité à leur port d'attache. Avant l'arrivée du front, le bateau de sécurité transportant les officiels annonce le compte à rebours. Léonard et son équipage lèvent les voiles en tête du peloton. Les petits catamarans fendent l'eau. Leur structure légère en fait certains des bateaux les plus rapides de la course. Hannah et Ron, naviguant sur Kyler, prennent de l'avance. Ils dépassent un voilier monocoque de 36 pieds nommé Windnuts, sous le commandement de Scott Godbold, l'ami de Ron. Lors de la première étape de la course, Hannah et Ron rivalisent avec Shane Gaston, le frère de Ron, qui navigue sur un catamaran identique. À mi-parcours de la course, Ron effectue une manœuvre calculée. Au lieu de prendre la route la plus courte en se dirigeant directement vers l'île Dauphine, il décide de virer vers l'ouest avant de finalement tourner vers le sud. Cette stratégie s'avère payante. Vers 14h, ils franchissent la ligne d'arrivée en première position. Le frère de Ron, Shane, franchit la ligne 1 minute plus tard. Ron et Shane ne restent pas à l'île Dauphine comme Léonard et son équipage. Ils pensent pouvoir rentrer chez eux en sécurité avant que le temps ne se gâte et prennent donc la direction de la maison. Peu avant 15h, le ciel à l'ouest commence à s'assombrir alors que des orages approchent de la baie de Mobile. Un mur de pluie obscurcit l'horizon occidental. Ron dit à Hannah « On risque d'avoir un peu de pluie », mais il espère qu'ils arriveront au Buccaneer Yacht Club. Avant que la pluie n'arrive, Hannah tient un GPS portable qu'elle consulte fréquemment pour suivre leur progression. Elle est étonnée par les vitesses côtières qu'ils atteignent. Elle passe la lanière du GPS autour de son cou et le glisse dans son gilet de sauvetage. La tempête, qui a commencé au Texas, traverse 3 États pour atteindre les confins occidentaux de la baie de Mobile. Sur son trajet, elle se transforme en 3 cellules orageuses distinctes. Chaque cellule transporte de l'air glacial et des particules de glace, portées par un courant ascendant chaud. Normalement, une masse froide se dissiperait simplement, mais lorsque la tempête passe au-dessus des terres, le courant ascendant est interrompu, ce qui provoque la chute de l'air froid et des particules de glace au sol. Lorsque ces particules de glace retombent sur terre, elles créent un puissant courant descendant. En tombant et en fondant, la glace s'évapore, ce qui alimente le courant descendant et augmente sa puissance. Cela crée une masse d'air froid sous l'orage, ce qui entraîne de puissantes rafales. L'effet de refroidissement est amplifié lorsqu'il rencontre la couche d'air sec autour de la baie de Mobile. À mesure que la température baisse, l'air devient plus dense, ce qui augmente la pression barométrique et intensifie les rafales de vent. Les stations météorologiques autour de la baie de Mobile détectent cette baisse de température et une hausse de la pression barométrique. Peu après 15 heures, des vents de force ouragan et des vagues gigantesques s'abattent sur la baie de Mobile. La foudre illumine le ciel, suivie de fortes pluies et d'une chute soudaine de la température. Alors que la tempête s'intensifie, Hannah sent l'air froid la frapper, puis un moment de calme est brisé par des vents de force ouragan. Leur bateau, le Kayla, chavire, projetant Hannah et Ron dans l'eau. Ron attrape Hannah et une corde attachée au bateau. Le vent attrape la coque retournée et commence à pousser le bateau loin de Ron et Hannah. Ron lâche la corde et tient Hannah dans ses bras. À environ 30 miles au nord, Philip McNamara commence sa toute première garde en tant qu'officier de permanence des gardes-côtes. Les appels de détresse affluent. Dès le 3e appel, il devient évident qu'un événement majeur est en train de se produire. Les gardes-côtes passent à l'action. Les autorités s'efforcent de comprendre l'ampleur de la situation. Alors que les marins dans la baie luttent pour leur survie, de nombreux bateaux sont pris dans la tempête et les membres d'équipage peinent à survivre. Les gardes-côtes déploient plusieurs navires et aéronefs pour rechercher des survivants. Lorsqu'un bateau est en détresse et que le capitaine lance un appel Mayday, cet appel contient des informations précises. Le nom du navire, la position, la nature de l'urgence et le nombre de personnes à bord. Ces informations donnent aux gardes-côtes un mandat très clair,
secourir X personnes. Lorsque les gardes-côtes contactent les organisateurs de la course pour obtenir une liste des navires et des personnes, cette liste complète n'existe pas. Le club nautique dispose d'une liste des bateaux inscrits à la course, mais il n'a pas de liste des membres d'équipage. Sans savoir combien de personnes ou combien de navires manquent à l'appel, leur travail devient beaucoup plus difficile à gérer. Un officier de la garde côtière commence à contacter les familles pour déterminer le nombre de personnes disparues. Ron et Anna luttent contre les vagues et le vent. Ron sort son téléphone mouillé d'une housse étanche. Anna parvient à guider les sauveteurs vers leur position en utilisant les coordonnées qu'elle extrait du GPS. Le frère de Ron, Shane, lutte contre plusieurs chavirements avant d'atteindre finalement le rivage. Les recherches et les secours se poursuivent toute la nuit. L'adolescent Leonard Luton du yacht Razor et son équipage sont toujours portés disparus. Ils ont été emportés au large par les courants pendant 5 jours, entre le 12, le 25 et le 30 avril. La garde côtière a mené 145 opérations de recherche, couvrant 7500 miles carrés d'océan. Les sauveteurs passent d'une embarcation chavirée à une autre, espérant trouver des survivants. Après des heures passées dans l'eau, Léonard est récupéré par la garde côtière. L'un des membres de son équipage est retrouvé mort, et un autre ne sera jamais retrouvé. Le club nautique doit gérer des réclamations dépassant 7 millions de dollars dans plusieurs dossiers. Ils ont permis à la course d'avoir lieu en sachant qu'une météo très sévère allait frapper la baie à un moment donné de la journée. Ils n'avaient pas non plus une liste complète des participants à la course. Depuis, les organisateurs collaborent étroitement avec les gardes-côtes pour mieux recueillir les informations sur les équipages et bateaux pendant les courses. Mais cela n'absout pas les capitaines et les équipages d'avoir ignoré les avertissements météorologiques. 8 bateaux se sont retirés de la course, prenant la responsabilité de la sécurité de leur équipage. 8 bateaux ont coulé, 40 personnes ont été secourues. 6 marins sont morts. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en voir d'autres sans pub, rejoignez notre Patreon via le lien en description. Vous pouvez rejoindre gratuitement ou choisir une adhésion avec des avantages allant des vidéos sans publicité à l'accès anticipé et aux appels de questions-réponses en direct. J'ai hâte de vous y retrouver. Le 11 août 1979, 303 yachts ont pris le départ de la course Fastnet Round the Rock. Dans la tempête qui a suivi, 24 bateaux ont été abandonnés. 5 ont coulé, 136 membres d'équipage ont été secourus et 15 marins sont morts. Ce qui a conduit à l'une des plus grandes réformes de la culture de la course au large dans l'histoire de cette compétition. Le Grimelkin est un voilier de 30 pieds et d'une demi-tonne, conçu par Ron Holland et construit par les chantiers navals Camper et Nicholson. Dans la période précédant la Fastnet Race de 1979, un équipage de 6 hommes a participé ensemble à plusieurs courses au large pour se préparer à la course Fastnet Round the Rock. Ce sont tous des marins expérimentés et ils connaissent bien le bateau. Le samedi 11 août, 303 yachts sont partis dans des conditions prévisibles et clémentes. À bord du Grimelkin se trouve le skipper David Sheehan, son fils Matthew, âgé de 17 ans, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler et Jerry Winks. La Fastnet Round the Rock est l'une des plus anciennes et prestigieuses courses au large. Le parcours débute à Cowes, île de Wight. Les yachts contournent le sud-ouest de l'Angleterre et remontent vers la mer Celtique. Ils contournent le rocher du Fastnet, au sud-ouest de l'île de Cape Clear, en Irlande, puis reviennent à Plymouth. La course de 600 milles nautiques prend environ 6 jours à compléter. C'est une épreuve éprouvante qui met à l'épreuve la volonté et l'expérience de tout marin. En 1979, la course est régie par un ensemble de règles appelées l'IOR, la règle internationale de course au large. L'IOR est un système de points pour mesurer un yacht. Après avoir pris ces mesures, un yacht reçoit un handicap. Ce handicap permet d'attribuer une classe au navire, ce qui signifie que des yachts de classe similaires peuvent s'affronter. Cela permet également à des yachts de classes différentes de concourir sur un pied d'égalité relatif en appliquant le handicap.
Au fil des années, les concepteurs ont poussé leur conception pour obtenir les yachts les plus rapides possibles. Que les règles de l'IOR autorisaient, l'IOR était mesurée à des points précis, ce qui permettait aux concepteurs de privilégier ces points pour les mesures afin de réduire le handicap du yacht et d'être plus libres dans leur conception. En dehors de ces points, pour optimiser la vitesse, il y a bien plus que ça. Mais essentiellement, deux grands aspects de la vitesse pour un yacht sont la longueur de la ligne de flottaison et la résistance sous la ligne de flottaison. Un yacht navigue plus vite, plus la ligne de flottaison est longue, et moins il y a de résistance sous la ligne de flottaison. Un bateau lent produit une vague courte. À mesure que le bateau accélère, la longueur et la hauteur de la vague augmentent. Une fois que la longueur de la vague atteint la moitié de la longueur de la ligne de flottaison, le bateau doit grimper sa propre vague. Plus il va vite, plus sa vague grandit, l'obligeant à grimper une vague plus haute, ce qui demande encore plus de vitesse et crée une vague encore plus grande. Cela signifie que la ligne de flottaison agit effectivement comme un limiteur de vitesse, et une fois qu'une certaine vitesse est atteinte par rapport à la longueur de la ligne de flottaison, il ne peut pas aller plus vite. Selon ces règles, la longueur de Grimalkin, mesurée de la poupe à la proue à 30 pieds, lui donnerait un handicap inférieur à celui d'un bateau mesurant 40 pieds. Cependant, les concepteurs peuvent élargir le mètre-beau à un point non mesuré, augmentant ainsi la longueur de la ligne de flottaison. Non seulement cela, mais ils peuvent aussi réduire la taille de sa quille sous l'eau afin qu'elle ait moins de traînées sous l'eau. Les yachts conçus selon ces principes sont souvent plus larges et moins profonds. Dans une certaine mesure, bien sûr, entre de bonnes mains et dans les bonnes conditions, Grimalkin est une véritable prétendante. Elle a un équipage et un skipper expérimentés. Le temps est idéal pour naviguer et la course commence le 13 août. La flotte se trouve en mer Celtique. Certains des plus grands et plus rapides navires ont déjà contourné le rocher et sont sur leur trajet de retour. La mer commence à se former alors que le temps se lève, le vent se renforce et le skipper, David Sheehan, décide de prendre un ris. Un ris est un ensemble de boucles sur la grand-voile. Lorsque le vent se lève, un voilier devient surpuissant s'il y a trop de voiles exposées au vent. Donc on descend un peu la voile et on attache la partie inférieure de la voile à la baume. Au fil des heures à venir, David passerait les ris dans toutes les boucles avant d'affaler complètement la voile. La veille, David avait écouté les prévisions maritimes, comme il le faisait à la même heure chaque jour. Les prévisions maritimes sont un bulletin météo quotidien diffusé à la radio à une heure précise. Tous les navires peuvent se brancher et écouter les prévisions pour obtenir les informations météorologiques les plus récentes. En 1979, c'est le seul moyen d'obtenir des informations sur la météo. Toute la flotte du Fastnet se connectait pour recevoir les mêmes informations, puis se déconnectait et reprenait sa navigation quotidienne. La diffusion annonce des vents forts de 45 nœuds que tout marin expérimenté considérerait comme puissants mais supportables. Le 12 août, plus tard dans la journée, le bureau météorologique a émis un avertissement de tempête coup de vent. Mais comme cela s'est produit en dehors des horaires de diffusion habituels, la flotte du Fastnet et David Sheehan ne l'ont pas reçu. Et ce n'est pas tout. Le front de tempête est immédiatement suivi par une dépression extrême, et la direction du vent passe du sud-ouest au nord-ouest. David et son équipage, habitués au mauvais temps, commencent à ranger les objets crantins qui traînent. Ils préparent de la nourriture pour tenir et se préparent à affronter le mauvais temps. Tous les hommes sortent sur le pont et s'attachent au bateau à l'aide d'une longe qui est fixée à la fois à leur harnais et au bateau. Le vent fort a déjà créé des vagues de grande hauteur lorsque le vent change de direction et augmente en vitesse. 2 séries de vagues sont envoyées sur une trajectoire de collision. Le résultat est que des vagues courtes, abruptes et hautes entrent en collision les unes avec les autres depuis différentes directions, ce qui donne lieu à des vagues encore plus hautes. Heure après heure, l'état de la mer s'aggrave jusqu'à ce que le bateau fasse l'une des choses les plus terrifiantes qu'un marin puisse vivre. Alors que le Grimalkin descend une vague, sa proue, l'avant du bateau, s'enfonce dans le creux de la vague devant lui et sa poupe, l'arrière, passe par-dessus la proue. Ceci s'appelle un chavirage par l'avant, le premier d'une longue série pour le Grimalkin. Quand le vent venait d'une direction, le Grimalkin arrivait à gérer, mais lorsque le vent changeait de direction, une autre force entrait en jeu. Lorsqu'une vague se déplace dans la même direction que le courant, cela donne 2 forces qui vont dans le même sens. La vague créée par le vent roule sur l'eau. Un voilier ressentirait cela comme une houle montante, mais pas comme une vague déferlante. La houle devient plus haute, mais elle ne déferle pas nécessairement comme une vague qui se brise sur la plage.
Lorsque le vent a changé de direction, une partie de la flotte du Fastnet a été frappée par un vent soufflant dans la direction opposée au courant marin. L'effet du vent soufflant dans la direction opposée au courant marin est que le courant pousse la base de la vague sous elle-même. Et le résultat est une vague qui se brise sur elle-même, de la même manière que si quelqu'un balayait vos pieds sous vous. Et maintenant, Grimalkin lutte contre des vagues venant de différentes directions qui s'ajoutent les unes aux autres. Et le courant marin qui fait déferler les vagues sur le bateau, forçant sa poupe à passer par-dessus sa propre proue. Et maintenant, Grimalkin doit affronter les forces finales qui scelleront son destin. Les concepteurs de bateaux privilégient sans le désormais une section médiane plus large pour accroître la ligne de flottaison et accélérer le bateau. Un tirant d'eau plus faible, c'est-à-dire la profondeur du bateau sous la ligne de flottaison, permet de réduire la résistance sous l'eau. Ces changements dans l'approche de la conception ont permis d'obtenir un bateau plus rapide, mais ils ont également déplacé le centre de gravité vers le haut du navire. La stabilité d'un bateau se mesure par la plage de stabilité. Un bateau avec une plage de stabilité de 150 degrés signifie que, même si le bateau est complètement retourné, l'action des vagues le fera suffisamment bouger pour qu'il se redresse de lui-même. Mais le Grimalkin a une plage de stabilité bien plus faible, proche de 90 degrés, ce qui signifie qu'il est très facile de chavirer. Une fois chavirée ou retournée, elle ne se redresse que par chance. David et son équipe luttent alors pour survivre. Ils ont toutes les chances contre eux et cela commence à se voir. L'équipage est épuisé par la tempête implacable. Ils commencent à montrer des signes d'hypothermie et ils ont tous frôlé la noyade à plusieurs reprises. Alors que le bateau a fait un soleil à travers les vagues, David décide qu'il doit lancer un appel de détresse. Lui et son fils de 17 ans, Mathieu, descendent sous le pont pour passer l'appel. Nick, Mike, Dave et Jerry restent sur le pont. Ils commencent à amener le radeau de survie dans le cockpit avec eux. Le cockpit est la partie du yacht où se trouve la barre et où les marins sont assis. Ils ne mettent pas le radeau de survie à l'eau, ils le sortent simplement, prêt à être lancé si besoin, sous le pont. David lance l'appel Mayday, puis lui et Mathieu se préparent à un nouveau chavirement. Les rangements dans le bateau ne sont pas conçus pour un bateau complètement retourné, et donc des débris se retrouvent en vrac dans la cabine. Une boîte de conserve frappe David à la tête et lui fracture le crâne. Mathieu traîne son père dans le cockpit. Une autre vague fait chavirer le bateau et il ne se redresse pas. Mathieu a la chance de trouver une poche d'air sous le cockpit retourné. Après un certain temps à essayer de rester à flot, Nick apparaît dans le même cockpit. L'équipage est attaché au bateau par ses harnais. Cela les aide à rester à l'intérieur du bateau, mais maintenant cela les empêche aussi de nager pour sortir de sous le bateau retourné. Puis le mât cède et se détache du bateau. Presque immédiatement, le centre de gravité se déplace, le mât n'est plus le poids qui les maintenait à l'envers et le bateau se redresse. Matthew aide à tirer son équipage dans le cockpit du bateau. Il s'arrête un instant et remarque le corps de son père flottant face contre l'eau, dans la mer. Il sait qu'il ne peut pas le remonter à bord. Il n'était pas attaché lorsque le bateau a chaviré, et maintenant il s'éloigne, pour ne jamais être revu. Nick et Jerry sont allongés sans vie dans le cockpit. Mike et Dave jettent immédiatement le radeau de survie à l'eau et tirent sur une corde pour le gonfler. Ils crient à Matthew de sauter dans le radeau de survie. Matthew se tourne vers Nick et Dave. Il est déchiré entre rester avec le bateau et les corps de ses deux amis, ou évacué vers le radeau de survie avec Mike et Dave. Dans le feu de l'action, il saute dans le radeau de survie avec les deux marins valides. Au fil des heures qui suivent, le radeau de survie s'éloigne du Grimalkin. Les corps de Nick Ward et Jerry Wink sont malmenés alors que la tempête continue son assaut. Puis Nick commence à reprendre connaissance. Il scrute le Grimalkin à la recherche de signes de vie, mais il n'y a que lui et Jerry. Nick écrit dans son livre, laissé pour mort, qu'au moment où il a repris connaissance, Jerry était encore en vie. Je laisserai un lien vers le livre ci-dessous. C'est l'un des meilleurs récits que j'ai lus sur la catastrophe du Fastnet 79. Au moment où le Grimalkin est retrouvé par un hélicoptère de recherche, Jerry est mort. Au fil des années à venir, la culture de la course au large a changé. La règle IOR de mesure a évolué vers une vision plus globale de la préparation d'un navire pour la course au large. L'IMS, ou Système international de mesure, a finalement remplacé l'IOR. L'IMS adopte une approche plus large de l'inscription à une course, en incluant les systèmes d'urgence à bord, la participation de l'équipe à des courses qualificatives précédentes et la plage de stabilité d'un navire. Plus encore, les skippers sont devenus plus enclins à annuler ou à retarder une course si la météo s'annonçait trop extrême.
Lors de plusieurs courses suivantes, les skippers ont choisi d'abandonner la course après le départ et de se réfugier dans le port le plus proche. Lorsque le mauvais temps approchait, l'équipage devenait plus attentif à la sécurité avec des gestes simples, comme acheter son propre gilet de sauvetage et son harnais, au lieu de compter sur l'équipement du bateau. On ne peut pas forcément dire que toutes ces choses sont directement attribuées au Fastnet, mais cela a certainement joué son rôle. Aller en mer sera toujours une entreprise dangereuse. Mais si vous comparez la catastrophe du Fastnet 79 à celle de Sydney à Hobart 98, qui a connu un système de tempête similaire, voire pire, vous pouvez constater certaines différences. Lors de la course Sydney à Hobart 98, seulement 18% de la flotte ont été couchés à 90 degrés contre 48% lors de la catastrophe du Fastnet 79 et à peine 3% ont été complètement retournés contre 18% lors du Fastnet. On ne peut pas comparer directement une tempête ou une course à une autre. Au final, si vous prenez la mer, c'est à vous de comprendre les limites de votre navire et d'être prêt à affronter toutes les conditions qui se présenteront. Je mettrai les liens de mes sources en description. Je ne me serais pas inscrit à cette course si j'avais su sa difficulté. C'est l'histoire tragique de la course de yachts Sydney-Hobart 98 qui a entraîné 6 morts, 5 bateaux coulés et 55 marins secourus. La course de yachts Sydney-Hobart est un événement annuel organisé par le Cruising Yacht Club d'Australie. Elle commence à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, le lendemain de Noël. Ensuite, elle se dirige vers le sud à travers la mer de Tasman, passe par le détroit de Bass, entre dans la baie Storm et remonte la rivière Derwent. Elle se termine à Hobart, en Tasmanie. La course couvre une distance d'environ 630 000 nautiques. Elle est largement considérée comme l'une des courses de yacht les plus difficiles au monde. En décembre 1998, Gary Shipper, un policier de Victoria, passe le jour de Noël avec sa femme, Jeanne, et ses 2 fils, Clinton et Justin. Ils ouvrent des cadeaux sous le sapin de Noël et déjeunent avec sa famille le lendemain, une fois les célébrations terminées. Les garçons disent au revoir à leur père et lui souhaitent porte bonne chance. Ils sont trop jeunes pour comprendre pleinement où leur père va ou les dangers qu'ils pourraient affronter, mais ils ressentent l'atmosphère lourde qui émane de leurs parents et de leur famille. Maintenant, Gary doit mettre ses célébrations de côté et se concentrer sur la course. Une foule de marins se rassemble pour le dernier briefing au Cruising Yacht Club d'Australie à Sydney. Les marins sont avertis de la formation d'une dépression au large de la côte Est. À 13h dans le port de Sydney, le coup de feu du départ retentit et 115 yachts mettent les voiles vers l'est, quittant le port de Sydney en direction de la mer de Tasman. J'ai volé le voilier de mon fils pour vous montrer comment fonctionnent les allures à la voile. Le vent vient de l'ouest-sud-ouest, gonflant leur voile depuis l'arrière tribord. Ils poussent les yachts vers l'avant, depuis l'arrière, et légèrement sur leur droite. Ils laissent ressortir leur voile pour attraper le vent lorsque celui-ci les suit ou vient de l'arrière, c'est une allure assez confortable. Une allure est la direction du yacht par rapport à la direction du vent. La raison pour laquelle un vent arrière est confortable, c'est parce que le yacht reste à plat, au niveau de l'eau, et parce qu'il va dans la même direction que le vent. Vous ne sentez pas ni n'entendez le vent souffler sur votre visage. En 1998, Larry Ellison est le directeur technique et l'actionnaire majoritaire d'Oracle. Il a acheté son premier yacht à l'âge de 25 ans et depuis, il a participé à presque toutes les grandes courses de voile à travers le monde. Dans les années 90, Ellison a remporté 5 championnats du monde maxi à bord de son yacht de 78 pieds, Sayonara. Aujourd'hui, Ellison navigue sur Sayonara depuis Sydney et vire à tribord, pour descendre la côte vers le sud à travers la mer de Tasman en direction du détroit de Bass, alors qu'il virant vers le sud, l'allure du bateau change. Le vent vient presque directement de l'ouest. Il frappe le yacht par le travers, ce qui signifie qu'il arrive presque directement du côté du yacht, ni de l'avant ni de l'arrière. Ellison tend la voile pour qu'elle soit à environ 45 degrés par rapport à la direction dans laquelle le bateau navigue. Bien que le vent vienne du côté, c'est en fait l'allure la plus rapide, car lorsque le vent passe sur la voile, il crée une basse pression devant la voile et tire la voile pour lui donner la forme d'une aile d'avion.
La basse pression devant la voile crée un vide et tire la voile vers l'avant. À ce même angle de 45 degrés par rapport au bateau commence à gîter légèrement, ce qui signifie qu'il n'est plus à plat sur l'eau. Il se trouve à un léger angle par rapport à l'eau parce que le vent essaie maintenant de faire basculer la voile. La quille sous l'eau sert de contrepoids et canalise également l'eau comme un gouvernail. La basse pression devant la voile tire la voile vers l'avant et cette force est contrebalancée par la quille, ce qui donne un mouvement vers l'avant. Alors que le vent se renforce et que le ciel s'assombrit lentement, Sayonara dépasse les 21 nœuds, soit presque 40 km/h. La plupart des yachts de plaisance naviguent en moyenne à environ 5 nœuds. La basse pression de la tempête se rassemble, c'est la tempête pour laquelle ils se sont préparés. À 1h du matin, en entrant dans la matinée du 27, le navigateur d'Ellison trace leur position et en informe Ellison. 12 heures après le début de la course, ils vont plus de 2 fois plus vite que le détenteur du record de la course, répond Ellison. Nous ne sommes pas censés aller aussi vite. Il se demande si les plus petits yachts pourront supporter des vents aussi forts. Le règlement de la course l'empêche d'informer le reste de la flotte de la force des vents aussi loin au sud. Partager des informations météorologiques pourrait donner un avantage au reste de la flotte. Ou, à l'inverse, un yacht pourrait donner de fausses informations afin de s'avantager lui-même. Ainsi, les yachts n'ont pas le droit de partager des informations sur la météo ou les conditions de la mer. En général, les systèmes de basse pression ou les fronts froids balayent le sud de l'Australie et se dissipent ou avancent rapidement. Les marins rencontrent souvent ces systèmes météorologiques, et même s'ils peuvent être inconfortables, ils fournissent aussi le vent nécessaire pour une course passionnante. Le briefing de la course annonce du mauvais temps, et les équipages qui entrent dans le détroit de Bass s'attendent à une traversée difficile. Un autre yacht entrant dans le détroit de Bass est l'Épée d'Orion. À la barre se trouve le marin olympique britannique Glyn Charles. Glyn Charles a déjà participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et se prépare à entrer aux Jeux Olympiques de Sydney en 2005. Avec un yacht de 6,9 mètres pour 2 personnes, il peut sentir le système de basse pression prendre de l'ampleur, même si les yachts en course savent qu'un système de basse pression est en train de se former. Le bureau de la météo ne donne pas d'informations spécifiques et mesurables sur l'état de la mer. Ellison et Charles savent qu'ils doivent s'attendre à du mauvais temps, mais le bureau de la météo n'indique ni la vitesse du vent, ni la hauteur des vagues attendues. En naviguant vers le sud sur la mer de Tasman, la Terre les protège du vent, agissant comme barrière et le ralentissant avant de les atteindre. Ce que Ellison et Charles ne savent pas, c'est qu'ils naviguent droit vers une dépression de la côte Est. Contrairement au système de temps froid habituel rencontré dans la course Sydney-Hobart, cette dépression de la côte Est s'est formée très différemment. Une grande bulle d'air polaire froid pousse lentement vers le nord lorsqu'elle atteint le sud de l'Australie. La masse terrestre plus chaude repousse, forçant l'air froid à monter dans les hémisphères supérieurs. Une grande masse d'air froid se détache et dérive lentement au-dessus de l'Australie, créant une cellule de basse pression extrême qui ne se dissipe pas et ne passe pas rapidement. À cela s'ajoute un système de haute pression d'air chaud qui est descendu du sud de l'équateur, devant le système de basse pression. Le temps dans le détroit de Bass est une combinaison d'une dépression extrême, se déplaçant lentement opposée à une haute pression extrême. Et cela ne se dissipe pas rapidement, ce qui laisse plus de temps à la mer pour se former. Un courant de surface allant d'ouest en est le long de la côte sud de l'Australie, accompagne le vent et les vagues qui se déplacent vers le nord-est. Les rafales de vent autour du promontoire de Wilson atteignent des vitesses de 90 nœuds, et les vagues sont estimées à 30 mètres de haut. La flotte de 115 yachts commence à se répartir en 3 grands groupes. Les leaders commencent à entrer dans le détroit de Bass aux premières heures du 27. Le vent qui souffle à travers le détroit n'est interrompu par aucune masse terrestre, alors que les premiers concurrents s'engagent dans le détroit. Ils quittent la protection des terres et le vent passe de 30 à 40 puis à 60 nœuds en quelques minutes. Les vagues et le vent frappent les yachts de côté, les faisant rouler sur les vagues tandis que le vent les couche. Le vent et les vagues dans le détroit de Bass viennent tous deux de la même direction. Les yachts sont déjà inclinés à leur point d'allure au vent de travers et maintenant ils roulent aussi dangereusement sur le côté des vagues. Le yacht Épée d'Orion est dans le détroit de Bass avec Glyn Charles à la barre. Les vents atteignent 80 à 90 nœuds.
le yacht a déjà été couché plusieurs fois. Glynn sait qu'ils doivent prévenir le reste de la flotte. Passer un appel radio signifie qu'ils seront disqualifiés s'ils s'en sortent vivants. Sa petite amie, Annie, est aussi navigatrice. Est-ce qu'elle passerait l'appel ? Glynn pense à sa mère et à sa sœur, en Angleterre. Un marin doit savoir qu'il peut faire face à tout ce que l'océan lui réserve. S'ils passent un appel radio, ils acceptent la défaite afin de prévenir le reste de la flotte. Au mieux, vous faites face à la honte d'abandonner, et au pire, vous devez accepter votre propre mortalité. Et vous devez quand même traverser cela, en sachant que vous avez déjà abandonné. Le policier Gary Shipper était membre de l'équipage du yacht de 12,5 mètres. Nouveau défi, naviguer dans le détroit de Bass. Nouveau défi, affronter les vents violents et les vagues énormes. À 1h du matin, alors que l'eau balaie le pont, Shipper travaille sur le pont. Il n'a aucun équipement de sécurité, pas de gilet de flottabilité, il n'est pas attaché au pont avec un harnais et une longe, et il n'a pas de balise de détresse ou de radiobalise de localisation d'urgence. Au milieu de la nuit, l'énorme houle et le vent implacable font à nouveau gîter le bateau Challenge. À plus de 90 degrés, le pont sur lequel Shipper était assis n'est plus sous lui. Il tombe du côté haut du yacht dans la mer Noire. Shipper entend quelqu'un crier « Homme à la mer !» La voix disparaît derrière le rugissement des vagues dans le vent. Alors qu'il lutte pour garder la tête hors de l'eau, il se demande comment le bateau va le retrouver et le récupérer. Les vagues Onsadeg sont comme des falaises, le bateau disparaît dans le creux entre les vagues et réapparaît alors que les vagues le submergent. Sans dispositif de positionnement électronique, Shipper se retrouve abandonné en pleine mer, agité. Puis il se souvient qu'il a une lampe torche étanche. C'est tout ce qu'il a pour signaler sa position à l'équipage. Dans l'obscurité totale et les mers déchaînées, il reste dans l'eau pendant près d'une demi-heure. L'équipage à bord effectue un sauvetage exemplaire, ils font demi-tour avec le bateau et arrivent presque directement sur lui. Encore une fois, ils tournent le bateau de façon à ce que le courant le ramène à bord. Le vent souffle en rafale jusqu'à 90 nœuds avec des vagues déferlantes de plus de 30 mètres de haut. Don Buckley est sous le pont à bord du yacht B-52. Le bateau a été couché à plus de 90 degrés à plusieurs reprises, avec la voile complètement submergée. Le bateau grimpe une vague en rugissant. Alors que le barreur crie « Attention !», le B-52 tombe du sommet de la vague et s'écrase dans l'eau, retourné. Le vent hurlant et la pluie laissent place au bruit du bateau, s'écrasant dans l'eau comme lors d'un accident de voiture. Le bateau refait surface, mais il est rempli d'eau et l'équipement est éparpillé dans la cabine. Sur le pont, une plaque de cuisson frappe une membre d'équipage à la tête et elle est piégée sous l'eau. La tête d'un autre homme est coincée dans le volant. Don se détache de son harnais de sécurité et passe par-dessus bord, se retrouvant à 40 mètres du bateau. Heureusement, il parvient à nager jusqu'au bateau et à remonter à bord. À bord du Sword of Orion, l'équipage lutte pour sa survie. Ils décident d'enfreindre les règles de la course et de signaler les conditions météorologiques au reste de la flotte. Ils savent que la course est terminée. Jeff Hill à bord de l'Antipode Sydney et le reste de la flotte n'ont pas encore pénétré dans le détroit de Bass mais font déjà face à des conditions extrêmes. Jeff entend l'appel radio. À 17h00 le 27 décembre, les autorités australiennes lancent un Mayday général. Jeff continue de naviguer vers le sud. Lui et son équipage ont investi beaucoup de temps et d'argent dans cette course. Il sait que pour certains d'entre eux, c'est une opportunité unique dans une vie. S'ils abandonnent, ils doivent rentrer chez eux. En se demandant s'ils auraient pu réussir s'ils continuaient dans le détroit de Bass, il se demande s'ils rentreront chez eux vivants. Il ne pourrait jamais faire face aux familles de son équipage si un malheur survenait. Il décide d'abandonner la course et trace une route vers le port sûr le plus proche à Eden, 39. D'autres yachts le suivent. Ils savent que le prix de perdre leur vie l'emporte largement sur la fierté insensée de se mettre en danger encore plus qu'ils ne le sont déjà. Mais Glynn Charles, Larry Ellison et Gary Shipper luttent toujours pour leur vie dans le détroit de Bass. Le yacht Winston Churchill est renversé en tombant d'une vague. Les 9 membres d'équipage préparent en urgence le radeau de survie alors que le yacht coule. Abandonner un yacht par un temps aussi mauvais signifie quitter un pont solide pour monter dans un radeau gonflable, avec rien d'autre qu'une fine feuille de plastique entre vous et l'eau.
Alors qu'ils se hissent dans le radeau de survie, ils se demandent s'ils reverront un jour leur famille. L'aventure de 630 000 nautiques s'est transformée en une lutte pour la survie et la situation ne fait qu'empirer. Les bénévoles de la patrouille côtière à Aden travaillent jour et nuit pour coordonner les sauvetages par radio. 35 avions militaires et civils ainsi que 27 navires de la marine royale australienne participent au sauvetage. L'ancien olympien britannique Glyn Charles est emporté par-dessus bord du Sword of Orion et se noie. Son corps n'est jamais retrouvé. Sa mère et sa sœur ne peuvent pas l'enterrer. À bord du yacht Winston Churchill, l'équipe parvient à monter à bord de ses radeaux de sauvetage, mais l'un de ces radeaux chavire dans les vagues et se déchire. Les 3 membres d'équipage se noient. Le yacht Business Post Niad est dématé et roule dans les vagues. Le skipper fait une crise cardiaque et un autre membre d'équipage est mortellement blessé après être tombé à l'eau et avoir été secouru. Gary Shipper à bord du Challenge franchit à nouveau la ligne d'arrivée à la 24e place. Sa femme et ses fils peuvent passer un autre Noël avec lui. La course de yachts Sydney-Hobart 98 est la plus grande opération de sauvetage en temps de paix jamais réalisée en Australie, avec près d'1 millier de secouristes mobilisés. 55 marins sont secourus de leurs yachts par des navires et des hélicoptères. 115 yachts ont pris le départ de la course, 5 coulent, 7 sont abandonnés et 59 abandonnent à Aden. Malgré tout, 44 yachts ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. Larry Ellison, sur Sayonara, est le premier à franchir la ligne vers 08h00 le 29 décembre, mais il n'y a aucune célébration de la victoire. Le 44e et dernier yacht à arriver, Misty franchit la ligne 2 jours plus tard à Hobart le 31 décembre. La tragédie du Sydney-Hobart 98 a changé à jamais le visage de la course de yachts. Depuis, l'équipement s'est perfectionné. Gilets de sauvetage, harnais et balises plus performants, meilleure formation et données météo. La coordination entre les services météorologiques et les organisateurs s'est améliorée pour fournir des données précises sur les vagues et le vent. Et les règles ont changé. Les yachts doivent désormais communiquer à la flotte tout vent fort supérieur à 40 nœuds. Gary Shipper a continué à naviguer et à plaider pour la sécurité en mer jusqu'à son décès en 2010. Le 30 décembre, seulement 4 jours après le début de la course, une cérémonie publique a eu lieu à Constitution Dock pour commémorer les 6 marins décédés. Hugo Van Kretschmar, commodore du Cruising Yacht Club of Australia, qui a organisé la course, lit une déclaration. Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skeggs. Que le voyage éternel sur lequel vous vous êtes maintenant embarqués soit béni de mer calme et de brises douces. Puissiez-vous ne jamais avoir à réduire la voilure ou changer un foc pendant la nuit. Puissiez-vous toujours avoir un abri chaud et sec